Tout se compose d'événements historiques et tout se décompose en événements historiques. Ce dimanche, le Togo s'apprête à se souvenir d'un de ces événements historiques. Le vendredi 5 octobre 1990, les Togolais s'étaient soulevés à Lomé contre le régime qui dirigeait le pays. Ils s'étaient soulevés contre celui qui incarnait ce régime, à savoir le général Eyadema. Les Togolais s'étaient élevés contre la justice qui venait de condamner deux Togolais, symbole de la défiance au système politique en place. Qualifié d'autocratique et fermé aux libertés, le pouvoir de Lomé faisait face à une grande première contestation populaire après l'agression terroriste ou encore les attentats au plasticage du milieu des années 80. Mais puisque même les glaciers peuvent finir par fondre et par bouillir, la journée du 5 octobre est venue sonner le glas dans un pays dont le principal leader était présenté comme étant un apôtre de la paix. D'ailleurs, plusieurs prix internationaux rythmaient ses audiences. Mais quelle était la réelle situation sociopolitique dans ce Togo de la fin des années 80? Comme tout se compose d'événements historiques, ces événements ne sont-ils pas tous ou presque issus de l'imagination ou des actions des hommes? Qui étaient les hommes de cette époque et quelle était leur réelle motivation? Démocratie soutiennent certains, multipartisme avance d'autres, bonne gouvernance et respect des droits de l'homme ajoutent certains autres encore. Mais en vérité, n'est-ce pas tout cela à la fois? Le 5 octobre peut-elle être assimilée à une révolution à la togolaise? Demain, quand le jour va se lever, les Togolais auront-ils une pensée particulière pour cette journée historique? Reste-t-elle d'ailleurs pour le pouvoir et l'opposition un important repère sur le calendrier? Depuis ce jour-là, le pouvoir est resté au pouvoir et l'opposition dans l'opposition, elle s'était juste organisée en parti politique. Comment expliquer ce statu quo que les manifestants de 1990 ont bien voulu inverser? Comme si l'histoire a ses raisons que la raison ignore, certains Togolais ont encore voulu porter ce jour à la place publique. Les mêmes préoccupations, la DMK ne veut plus rester dans l'opposition, elle veut inverser l'ordre établi officiellement par les élections. Les élections du 22 février ont visiblement connu une importante phase cette semaine. Un premier ministre a été nommé par Fagna Singbe. De nouveaux ministres ont été présentés depuis le palais de la présidence. À la commémoration des 30 ans du soulèvement d'octobre 1990, on peut clairement se demander, en reprenant le titre de l'ouvrage de Jonas Iliada, Togo, démocratie impossible, point d'interrogation, ou encore cet autre ouvrage de Jean Degli, Togo, à quand l'alternance politique? Là aussi, point d'interrogation. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale. Elle est consacrée aux 30 ans du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Nos invités en studio sont Maître Jean Degli, avocat et président de l'association Bâti, et professeur Michel Gouakwe, historien et chef du département d'histoire à l'université de Lomé. C'est ça. Vous donnez la précision tout à l'heure. Autre intervenant, témoin dans cette émission, Firmin Diolé Yovodevi, ancien étudiant de l'association MELD, Bassirou Ayeva du mouvement MO5 et Eloi Koussao de la jeunesse Action Nikonakwe Kudovia Kopé. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça peut aller. Ça peut aller? Oui. La précision, c'est quoi avec vous, professeur? Alors, chef de département, il y a bien longtemps que je ne suis plus chef de département. Et plus encore, j'ai quitté l'université en tant que professeur en fonction. Je suis maintenant à la retraite. Donc, je suis un historien à la retraite. Bien, merci d'être à la retraite. Nous vous la souhaitons paisible, surtout dans un Togo qui continue par écrire son histoire. Vous voulez aussi donner une précision? Oui, je pense qu'il y a eu une petite erreur. Vous avez dit président de l'association Bâtir. Non, c'est Bâtir le Togo. Bien, merci là aussi, Bâtir le Togo. Quand on évoque le vendredi 5 octobre 1990, on peut avoir l'impression que c'était juste hier. Est-ce que vous avez la même impression, Maître Jean Degli? D'abord, je salue toutes les auditrices et tous les auditeurs de Pyramide FM, tous les Togolais de la diaspora, Togolaises et Togolais, et puis tous nos compatriotes. Bon, avoir l'impression que c'est juste hier, je ne suis pas sûr, parce que quand on nous voit, nous qui avons été présents à cette période-là, nous avons assez vieilli, donc ce n'est pas seulement hier, ou bien ce n'est pas à peu près hier. Ça fait un petit peu longtemps, mais c'est vrai que le fait qu'on ait l'impression que rien n'a véritablement bougé sur ce qui pouvait être l'aspiration du peuple à cette époque donne l'impression que c'est juste hier.
Est-ce que c'est la même impression ou c'est une impression que vous ne partagez pas? On a l'impression qu'il y a un statu quo qui refuse de changer. Dans ces conditions, on peut dire « Ah, c'est hier ». Mais en fait, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Est-ce qu'il y a eu des acquis? Sûrement qu'il y a eu des acquis. Et ces acquis sont là. C'est grâce à ces acquis que d'ailleurs cette émission est possible au Togo. Car si nous rapportons à 90, ce n'est pas évident de passer telle émission et que les gens puissent discuter de la démocratie, même si on n'a pas encore totalement cette démocratie. Je pense que ça fait quand même 30 ans. C'est vrai que vous avez tous les deux des cheveux grisonnants, vous avez des cheveux qui peuvent vous situer dans la soixantaine. Je ne sais pas, quel âge avez-vous à cette époque? Est-ce que vous voulez bien le dire aux auditeurs? Oui. En 90, moi j'avais 27 ans. 27 ans. Oui. Eh bien, en 90, moi j'avais déjà une grande expérience. Grande expérience parce que j'avais été enseignant donc, dans les collèges du Togo, ce que j'ai dit pendant longtemps. Et j'avais fini ma licence, j'avais fini ma maîtrise. J'étais déjà enseignant dans le supérieur. Bon, disons que j'avais déjà pratiquement de 55 à 90, vous imaginez, ça fait 35 ans. Ouais. Vous aviez 35 ans. Ouais. À cette époque, c'est vrai que pour les historiens, 30 ans, c'est pas beaucoup parce que très souvent quand on écoute les historiens... C'est quand même beaucoup, c'est une génération. Oui, c'est une génération, mais très souvent vous comptez en des centaines d'années. Oui, quand c'est 100 ans et quand c'est 1000 ans, oui, c'est long. Oui. Mais 30 ans pour vous, les historiens, c'est encore bon, évidemment, quand on parle de l'histoire, il y a le temps de l'histoire, il y a le temps de l'événement qui bouge vite, tout le monde crie, mais il y a le temps conjoncturel, le temps moyen qui dure environ 30 ans et qui permet d'analyser les choses autrement. Et il y a surtout le temps long. Et quand on est dans la perspective du temps long, on n'a pas l'impression du changement. Et on croit que les choses sont restées telles, mais je crois que ça change même petit à petit, même si on ne l'observe pas directement, les choses changent. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que beaucoup d'eau ont coulé sous le pont, même si on a l'impression de l'immobilisme au Togo. C'est vrai qu'on parlera de ces changements et des défis pour ce qui concerne le Togo. Mais quand je préparais cette émission, quand je vous ai lancé des invitations, en même temps je me suis posé cette question, est-ce que le 5 octobre mérite toute cette incitation, toute cette attention qu'à un moment donné au niveau de Pyramide, on était en train de lui consacrer. Maître Jean Desglis, est-ce que 30 ans pour le 5 octobre, est-ce que le 5 octobre mérite toute l'attention, celle-là que nous lui consacrons ici? Oui, je pense que le 5 octobre mérite beaucoup d'attention. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. Et cette date mérite beaucoup d'attention parce que ce n'est pas rien. Dans un régime où il n'y avait aucune liberté d'expression, aucune liberté d'association, où tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains du même individu, où la justice était aux ordres, où les citoyens vivaient sous la terreur, entretenue bien sûr par le silence qui donnait l'impression qu'on avait la paix et la prospérité, voir en un jour des citoyens de ce pays sortir et crier contre l'oppresseur, contre celui qui est censé être le demi-dieu chez eux, réclamer son départ, demander la démocratie, demander l'état de droit, demander la bonne gouvernance, demander les principales libertés. Je crois que cette journée mérite qu'on lui consacre beaucoup d'attention parce que ce n'était pas imaginable au Togo à l'époque, les citoyens togolais étant d'ailleurs considérés dans certains pays comme étant un peuple de moutons. Et ce qui est arrivé le 5 octobre, nécessairement, mérite beaucoup d'attention parce que c'est historique et c'est vraiment, aussi bien les gens pourraient dire que c'est apparu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, cela a donné une autre image du Togolais et cela a définitivement mis dans la tête des citoyens de ce pays que quelque chose est possible. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que ces événements-là s'étaient déroulés ici et nous lui consacrons une édition spéciale. Est-ce que vous pensez qu'elle mérite ça, cette journée? Je crois que c'est bien nécessaire dans la commémoration. L'histoire commémore et la commémoration est une occasion pour faire un bilan. Bilan
pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qu'on doit faire, quelle vision on doit avoir pour l'avenir. Donc, consacrer un temps pour des événements comme le 5 octobre est indispensable. Et puis, n'oubliez pas que le 5 octobre n'est pas isolé. Le 5 octobre était préparé depuis longtemps. Et ce n'est pas seulement au Togo qu'il y a eu ce 5 octobre. Très vite, quand dans les pays arabes, on a parlé du printemps arabe, les gens ont... Mais on n'a pas attendu le printemps arabe, on n'a pas attendu le discours de la Baule. Avant d'arriver au 5 octobre, ceux qui ont organisé le 5 octobre l'ont prémédité, l'ont organisé. C'est notamment la Convention démocratique des peuples africains. Ce sont ces dirigeants partis créés dans la clandestinité à Genève. Et ce sont donc ces dirigeants qui ont préparé. Cette jeunesse qui est sortie n'est pas sortie comme ça en l'air. Il y a eu toute une préparation avant qu'on arrive au 5 octobre. Donc je crois que c'est une journée importante pour le Togo, mais également une journée importante dans l'évolution politique de l'Afrique. Parce que cette Afrique, ce n'est pas seulement le Togo où nous avons connu la dictature. Cette Afrique décolonisée avec les Français, on a déjà compris très tôt que nous sommes dans une situation de semi-indépendance et qui a lieu de mettre hors d'état de nuire ceux-là qui nous dirigent et qui ne sont que des fantoches de la colonisation qui ont continué de nous brimer, aidés par cette colonisation. Donc, disons que on avait déjà connaissance de la dictature, on a connaissance des méfaits de l'armée qui soutient la dictature, on avait connaissance de la situation économique difficile et surtout des problèmes de droits de l'homme. Parce que c'était ça. N'oubliez pas qu'avant le 5 octobre, il y avait la création par l'État lui-même qui a reconnu en créant donc le CNDH. Et dans la foulée, la Ligue togolaise des droits de l'homme, créée par un certain nombre d'intellectuels et des membres de la société civile, des avocats et autres, donc qui ont mis sur les fonds baptismaux, donc la Ligue togolaise des droits de l'homme. Toute cette lutte était menée, mais il était impossible d'avoir une action politique. Certes, des actions politiques ont eu lieu. Il y a le MTD qui bougeait, il y a eu 86, le 3 septembre 86. Oui, 86, le 23 septembre 86. Avant cela, il y a eu 77. Il y a eu pas mal d'actions, parfois qui sont inventées, parfois qui sont de réelles actions préparées pour mettre fin à ce régime. Mais finalement, le 5 octobre était une forme d'apothéose où on a vu sortir les Togolais qu'on croyait couillards, toute cette jeunesse qui bouillonnait à l'université et qui enfin sont sortis de leur gond pour montrer qu'ils sont valeureux comme les générations qui ont lutté pour l'indépendance. C'est clair que sur cette journée, le déroulé, nous en parlerons, mais sur ce qui était à l'origine de ce mouvement, les versions sont nombreuses. C'est vrai qu'on parle de la CDPA, mais je crois qu'il y avait aussi les avocats, il y avait un certain nombre d'intellectuels, n'est-ce pas? D'abord, sur ce point de la CDPA, je serai pas du même avis que le professeur, parce que moi, je faisais partie des jeunes qui, fraîchement sortis de l'université, avaient d'abord eu à poser des actes à l'université et qui ensuite s'étaient organisés. Logo de Souvi était dans mon bureau pratiquement tous les 2 jours. Et Lawson Jacob, les Jolly Yovo Devi et autres avec lesquels on s'est organisé pour un certain nombre de choses à l'époque. Les tracts qui étaient distribués, qui étaient rédigés, soit par nous-mêmes, soit par un certain nombre de personnes, dont Père son âme, Feu Agouibo aussi, et je ne connaissais pas la CDPA. Nous avons travaillé sans jamais entendre parler de la CDPA. J'ai entendu parler de la CDPA après nos mouvements, quand Logo de Souvi était sorti de prison et qu'il était venu me voir pour me dire qu'il fallait qu'on se déclare membre de la CDPA et qu'on fasse porter nos actions passées déjà sous le contrôle ou à l'actif de la CDPA. Et je lui ai dit non, je n'ai pas travaillé pour un parti politique. J'ai connu des enseignants à l'université avec qui j'ai distribué des tracts pour un certain nombre de partis ou bien un certain nombre de mouvements qu'ils avaient, dont ils m'ont parlé, qui étaient dans la diaspora, des enseignants notamment en histoire géo, où j'étais étudiant. Mais je ne connaissais pas la CDPA, je n'ai pas travaillé pour la CDPA, et ils me disaient, non, tu sais, bon, il est temps que nous fassions porter nos actions par une organisation. Je dis, mais nous-mêmes, nous avons des organisations, ou alors nous pouvons en créer. Donc, nous n'avons pas à faire porter notre action par un parti auquel toi, tu viens d'adhérer. Ce n'est pas possible. Il est parti avec la même idée
chez d'autres de nos amis du club des 12 que nous avons à l'époque, et personne n'avait accepté. Donc après, j'ai entendu dire que non, que c'est la CDPA qui avait organisé les mouvements. J'étais très étonné. Parce que j'étais acteur du mouvement. La CDPA, certainement, faisait aussi des choses sur place à l'époque. Mais ce qui a conduit à l'arrestation de Logo Dossoumi et des étudiants qui ont été torturés avant que Logo Dossoumi et Doglo Agbelenkono soient maintenus et jugés, cela n'était pas... Donc on peut parler d'une convergence en fait, d'une convergence d'action. Certainement, il y a une convergence. Parce que, tout à l'heure, j'en parlerai, une partie de nos actions était très planifiée par nous-mêmes, mais une partie nous avait échappé. Donc peut-être qu'il y a d'autres acteurs qui ont contribué. Mais dire que non, que cette action avait été... C'est vrai que le professeur parlait de la CDPA qui était encore clandestin. Oui. Non, tout à fait. Donc je pense que certains aspects du mouvement, par exemple, toute l'organisation du 21 septembre 90, le jour du procès, et du 5 octobre, le jour du prononcé du verdict, dans la salle, était complètement organisé par nous-mêmes. Et Logo Dossoumi ne pouvait pas en savoir quoi que ce soit, Doglo Agbelenkono ne pouvait pas parce qu'ils étaient en prison. Tout ça a été organisé par nous-mêmes, en utilisant les cellules que nous-mêmes nous avons créées pour demander la démocratie avant que les nôtres ne soient arrêtés. Mais maintenant, quand les soldats sont intervenus au palais de justice et qu'ils ont tapé sur des gens que les jeunes qui étaient les nôtres ont quittés, ce qui s'est passé en ville, la manière dont la poudre a été répandue, à ça, je peux dire que nous n'en avions pas du tout la maîtrise. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres forces sur le terrain? Certainement, il y a eu des gens qui ont profité aussi. Et quand nos jeunes sont sortis du palais de justice, qui sont partis en ville, repris en partie le mouvement, mais ce qui s'est passé strictement jusqu'à ce jour-là, dans la salle, c'était pas... Au-delà de la je crois qu'il n'y a pas lieu de polémiquer sur cette question, mais convergence de vues, il y a eu une jeunesse qui travaille, mais il y a des aînés qui ont travaillé, qui travaillaient sans que les uns les autres se connaissent. Est-ce qu'on peut dire... Parce qu'il y a quelque chose, à l'université de Lomé, ce ne sont pas que les étudiants qui s'organisaient. Il y avait le doyen Folie, de la faculté de droit. Il y avait M. Adoyom qui était sorti entre-temps donc de prison. Il y avait un certain nombre de collègues et tous les collègues de l'université qui étaient membres. Moi, jeune enseignant, là, j'ai coordonné mes collègues qui faisaient les actions, qui étaient membres de la CDPA clandestine. Et quand l'organisation se faisait donc à Paris, puis à Genève, eh bien, un des leaders, c'était Isidore Lazo. Et finalement, entre nous, il y avait donc des difficultés avec Goukonou, d'autres, donc deux tendances qui, au niveau de la CDA et de la CDPA, où il faut agir sur le terrain, mais la coordination était faite avec quelques-uns sur le terrain, sans que les autres ne se connaissent. Même entre enseignants du supérieur, on ne savait pas qui est qui. Il y avait donc notre ami Goukonou de la géographie, mais il y avait également le professeur Nyasogo. Voilà les membres influents de la CDAO. De la CDPA. Et n'oubliez pas, le professeur Ninevi est tout derrière, mais il n'y avait pas réellement une vision. Mais l'action était coordonnée. Les tracts qui venaient. On parlait des tracts tout à l'heure. Il y a bon nombre de tracts qui sont venus de l'extérieur et qui sont arrivés. Donc l'action était réelle, c'est vrai. On n'a pas à polémiquer. Les jeunes. Professeur, on parlait des tracts tout à l'heure. Mais en fait, moi je voulais poser une question. Vous évoquez la situation relativement délétère du pays, puisque vous parliez des droits de l'homme qui n'étaient pas très respectés, mais il y avait quand même au niveau international un état d'esprit qui commençait par se développer à cette époque, à la fin des années 80. Et puis vous aviez évoqué un certain nombre de situations aussi qui pouvaient préparer les Togolais à cela, l'agression de 1986, mais même il y avait aussi des plastiquages à une certaine période dans la vie de Lomé. 85, notamment. Oui, effectivement, il y avait une situation internationale. Il ne faut pas oublier qu'à côté de nous, le Bénin connaissait déjà beaucoup de soubresauts et les Béninois avaient déjà eu la conférence nationale, puisqu'ils l'ont eu en 89. Et que le président Kérékou avait accepté les conclusions de cette conférence et que les Béninois s'apprêtaient à aller aux élections déjà à partir de 90. Ils étaient sur la voie des élections démocratiques.
Donc, quelque chose avait changé. Il y avait effectivement aussi, en juin 90, ce discours de la Baule, dont beaucoup ont voulu dire que c'est ce discours qui est fondateur des revendications démocratiques en Afrique, ce qui est faux, je l'ai toujours dit, c'est faux. Les Africains, tenant compte je dirais, du dégel Est-Ouest, du vent de l'Est et tout ça, avaient déjà commencé par manifester des signes, des fébrilités, et notamment demander que l'état de droit s'installe chez eux, surtout que dans les années de dictature, ce qu'on nous a toujours dit, c'est qu'il faut des États forts, il faut des dictatures pour que l'Afrique soit développée. En fait, au nom du développement économique, on nous a imposé des dictatures. Malheureusement, nous n'avons pas eu de liberté, nous n'avons pas eu d'état de droit, de démocratie, et nous n'avons pas eu le développement économique non plus. Donc, beaucoup de personnes considéraient déjà que c'était un échec. Et les Africains voulaient un changement. Et ce changement était dans la tête de tout le monde. Hein. C'est un vent qui a été très fort, qui a soufflé. Et lorsque le moment est venu, bon, les Togolais aussi se sont saisis de l'occasion et ont posé les actes qu'il faut. Donc, il faut dire qu'il y avait une situation sur le plan international qui était quand même aussi favorable, ou en tout cas qui donnait de l'entrain aux uns et aux autres en ce qui concerne les revendications de l'état de droit. Professeur, est-ce qu'on peut dire justement que les Togolais ont su profiter de toute cette... Moi, je crois que les Togolais n'étaient pas ignorants du contexte international. Les Togolais subissaient également la situation économique. Moi, je fais partie de ceux qui ont souffert donc de l'ajustement structurel. Donc, en 83, j'ai dit, quand on sortait de l'université de Lomé en tant que licencié, avant 79-78, l'objectif de l'université, c'est former des enseignants, des fonctionnaires. Vous ne faites même pas de demande, votre liste est envoyée et on vous affecte. Mais à partir de 82, la dernière vague de gens recrutés directement, c'est fini. Difficilement on a recruté ceux de 82. En 83, moi, jeune licencié, mais c'était le chômage. Et ça a commencé comme ça. Donc, le chômage était réel. Et ça fait que une situation explosive était en train de se préparer. Et quand nous étions en 85, au moment où le pape allait arriver à Lomé, il y a eu beaucoup de plasticage dans la ville de Lomé. C'était toutes des choses préparées. Donc déjà en ce moment-là, l'action était donc en cours. Et on a vu donc l'explosion avec l'arrivée des gens qui se sont organisés pour venir en septembre 86. Donc disons que tout était là, tout était... Certes, il y a eu des résistances et il y a tout un système d'information que le colonisateur d'hier a continué à donner pour soutenir les régimes en place pour qu'ils restent. Et ça, c'était réel. Donc, et ça a donné lieu à une forme donc de système de délation où vous, enseignants, vous allez dans votre collège, vous dites quelque chose, immédiatement vous êtes rapporté, on vient vous chercher dans votre classe. Donc, la question des droits de l'homme était cruciale au Togo. C'est dans ce cadre que la CNDH a été créée en 87 et l'action de la CNDH n'étant pas suffisante parce qu'on ne dit pas assez ceux qui ont créé la Ligue togolaise des droits de l'homme. Entre autres, il y a Maurice Kouachi, Broum était là-dedans, Kwakouvi était là-dedans. Quel Broum? Broum qui fut ministre. Oui. Octave. Ou Octave, bien sûr. Marcel Kwakouvi, philosophe, était là-dedans. Voilà les gens qui étaient à la base donc de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Apedouama était venu, il faisait partie. Mais essentiellement, il y a une action universitaire, collective, qui demandait plus de liberté. Et c'est dans ce vent que progressivement les associations d'étudiants, MED, OUD et autres se sont mises en place pour avoir été sensibilisés à la situation. Par qui? Par les enseignants. Et les taupes existaient parmi eux. Entre-temps, donc, on est venu casser la DAS, il y a plein de choses qui se sont passées, mais surtout, les enseignants constituaient un réseau fort à l'intérieur, mais il n'y a pas de communication ouverte entre étudiants et enseignants révoltés, et ce qui fait que personne ne sait réellement qui fait quoi. Mais, oui, comme il est dit, il y a une convergence d'action, une sensibilisation donc, de cette jeunesse. Mais il me semble que ce n'est pas le lieu de sortir parce que le feu est encore là. Dire des noms. Non, mais en fait, ce qui est certain, on verra l'évolution de 30 ans après, non, je vous ai dit, l'évolution est là. 30 ans après, je crois qu'on n'a pas encore fini de réprimer pour 90.
et que les gens continuent d'être ciblés. Ce n'est pas le moment, donc, historiquement, de dire tel nom, etc. Mais, disons que convergence à la fois entre adultes, entre jeunes montants, qui a donné lieu à cette action, comme ça a commencé également ailleurs. Maître Jean Desclés, vous aviez 27 ans à cette époque. Qu'est-ce qui a justifié cet engagement de votre part? J'étais déjà très engagé. Hein. Moi, je dirais que je suis issu d'une famille où on a toujours souhaité qu'il y ait démocratie, état de droit au Togo. Mon père a été secrétaire général de CUT à Kwadimé dans les années 50-60 et arrêté en 63 au moment où moi je naissais. Je crois que j'ai vécu véritablement dans un milieu, mes oncles étaient de la Juventus et autres, où on a toujours voulu que les choses évoluent dans un certain sens au Togo. Et ce n'est pas la première fois que je me mêlais à ces actions, puisque, au dire en classe de seconde en 80, je faisais partie de ceux qui ont fait grève au lycée de Bodi, ce qui était interdit à l'époque dans tout le Togo. En 86-87 à l'université, je faisais partie de ceux qui ont revendiqué que les mouvements ne soient plus dirigés comme ils l'étaient, une partie constituée de gens pour le Nord, une partie constituée de gens du Sud et tout ça. J'avais même représenté les étudiants qui voulaient changer l'association des étudiants togolais de l'université du Bénin, AETB, dont on nous disait que cela devait être nécessairement dirigé par quelqu'un du Nord et notamment de la Mento amicale des étudiants du Nord Togo. Donc, j'étais déjà dans la mouvance et comme l'a dit tout à l'heure le professeur, j'ai eu en histo-géo, qui a été mon premier parcours à l'université, j'ai eu en histo-géo des enseignants avec qui j'ai discuté de beaucoup de choses et avec qui j'ai pu faire certaines choses. Il a parlé tout à l'heure du professeur Gougon, le professeur Nyassobo, le professeur Tossou, le professeur Adoyom et autres. L'enseignement que donnaient ces gens-là nous conscientisait énormément et nous faisait comprendre qu'il fallait, à un moment donné, permettre à ce pays de sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Donc, je dirais que je suis sorti de l'université après avoir fait le droit et eu mon diplôme pour l'examen pour la profession d'avocat. J'étais sorti en ayant une formation à la fois en histo-géo et en droit qui me poussait vers la nécessité de faire naître un état de droit et de permettre que le Togo se développe et que un certain nombre de personnes ne continuent pas de confisquer tous les pouvoirs dans ce pays. Donc, c'était déjà le personnage qui avait été formé par toute son éducation. Et deuxièmement, et comme on le disait, il y avait des événements qui se passaient. Nous avons travaillé avec les étudiants béninois qui avaient revendiqué, par exemple, la démocratie, le départ de Kérékou. Nous avons travaillé avec eux. Et d'ailleurs, eux aussi nous aideront dans une certaine mesure, quand dans les années en 90-91, nous serons en train de faire nos mouvements. Donc, c'est te dire que à l'époque, à 27 ans, je crois que si vous n'étiez pas conscient de la situation de votre pays, c'est qu'il y a quelque chose. Certains peut-être étaient dans les bonnes grâces du régime et souhaitaient qu'il reste. Je n'ai jamais été dans les bonnes grâces du régime et même si je l'avais été, je crois que tout mon parcours, toute ma formation, toute mon éducation me poussait vers essayer de changer les choses et voir un bien-être apparaître pour tous les Togolais. Voilà. Vous êtes historien. Est-ce qu'à un moment donné, vous attendiez à ce que le peuple togolais se soulève, comme cela s'est passé ce jour-là? De toutes les façons, tous les peuples opprimés. Quand on dit le peuple togolais, en fait, ceux qui sont à Lomé, en réalité aussi, il faut relativiser. Non, il ne faut pas penser que les choses s'arrêtent à Lomé. À l'intérieur également, les gens subissent. Tous les peuples, quels qu'ils soient, quand il y a une oppression, elles se préparent pour s'en sortir. C'est dommage qu'aujourd'hui, quand Maître Desclés disait tout à l'heure qu'il avait 27 ans, ceux de 27 ans d'aujourd'hui me font de la peine parce que les valeurs ont beaucoup changé. Ils n'ont de valeur que la question d'argent. Ils ne pensent rien. C'est ça qui m'inquiète, moi. Sinon, à 27 ans, c'est le meilleur âge. On ne peut pas, entre 20 et 30 ans, ne pas être engagé. Mais malheureusement, on n'a plus cet engagement aujourd'hui. Mais on était conscient déjà. Ce n'était pas seulement le Togo. Toute l'Afrique noire était consciente donc de cette situation. Je vous ai dit, 80, ce qu'on a appelé les passes, les gens n'en parlent pas beaucoup. Les programmes d'ajustement structurel ont fait beaucoup de mal à nos pays. Le consensus de Washington a été tel que tous nos pays africains étaient dans des difficultés.
d'abord, nos parents étaient partis à la retraite sans être préparés. On dit 30 ans, on ne finançait plus, il n'y a plus de bourse. Et il n'y avait plus donc de gestion de santé. Il y a le délabrement que nous avons aujourd'hui de nos services sociaux ont commencé en ce moment. Et d'ailleurs, les prix des matières premières avaient chuté. Il y avait une montée dans les années 72, 77, ça allait un peu, mais après, tout a chuté. Donc c'était le moment où les populations, même les populations rurales, avaient conscience, parce que l'impôt qu'on leur a laissé, ils avaient conscience qu'on a dit plus d'impôts de capitation, mais la vie coûtait de plus en plus cher. Donc tout était préparé. En historien, je vous dirais que quand on voit le cycle, on sent que l'explosion est au bout. C'est peut-être, si on veut faire la comparaison avec les chiffres encore aujourd'hui, nous sommes dans une situation plus ou moins similaire, même si les conditions ne sont plus les mêmes. Donc, en historien, je vous dis, l'explosion arrive toujours. Quand le peuple est opprimé, ça compresse, un jour ça fait boum. On va découvrir ce que était ce 5 octobre. On en parle. C'est aussi l'objectif de cette émission. C'est clair qu'un certain nombre de Togolais n'étaient pas nés à cette époque. Un certain nombre de Togolais, soit étaient nés mais ne vivaient pas à Lomé ou ne vivaient pas au Togo. Et racontez-nous un peu, c'était quoi le 5 octobre? Le 5 octobre, c'est quoi? Le 5 octobre, c'est d'abord un cheminement qui, je dirais, est passé par un refus de la jeunesse de ce que la commission des 109 que Yadema avait créée a tenté de nous imposer avec les membres du RPT, que les Togolais refusaient et rejetaient toute démocratie et toute liberté et voulaient rester dans la dictature. Puisqu'une une commission avait sillonné le pays lorsque les événements se passaient dans les autres pays, notamment au Bénin, pour revenir dire qu'ils ont interrogé les Togolais qui refusaient la démocratie. Et le Monesto, mouvement national des étudiants et stagiaires togolais, à l'époque, devait faire son congrès et s'apprêtait, à l'issue de ce congrès, à annoncer que bon, les étudiants togolais aussi rejetaient la démocratie. Donc nous étions en train de nous préparer avec les tracts et autres, et notamment avec des pancartes qu'on était en train de confectionner quand on a arrêté les logos et autres, et les autres étudiants, pour être dans le même mouvement, dans la même marche, puisqu'il s'agissait d'une marche de soutien, mais dire que les Togolais veulent la démocratie. Alors c'est dans ce contexte-là, avec les distributions de tracts et autres, qu'on a arrêté les étudiants, qu'ils ont été torturés, que on les a embastillés, et parce que quelqu'un, malheureusement, dans le groupe a vendu la mèche à un moment donné. Et ces Togolais-là, les étudiants ont pu être libérés quand la Ligue togolaise des droits de l'homme a dénoncé, dénonciation confirmée par la CNDH, que les étudiants et tous ceux qui ont été arrêtés, puisque Logo et Doglo n'étaient plus étudiants à l'époque, ont été torturés. Et les étudiants ont été libérés, Logo et Doglo ont été gardés, et le jugement pour distribution de tracts dits subversifs devait avoir lieu le 21 septembre. Et ce 21 septembre-là... Est-ce que vous savez qui les a défendus? Si, je faisais partie de ceux qui les ont défendus. Je faisais partie de ceux qui les ont défendus. Il y avait beaucoup d'avocats. Hein. Il y avait Pévon, il y avait Jovi Gali, il y avait Maître Dossou, Maître Dossou du Bénin, qui est un ami de Jovi Gali, qui était venu. Et nous nous sommes constitués pour les défendre. Moi, personnellement, parce que c'est moi qui ai signalé leur arrestation. Puisque le contact tel qu'on l'avait, si quelque chose arrivait à quelqu'un, c'est moi qui devais être informé. J'étais jeune avocat à l'époque. Donc c'est moi qui ai été informé, qui ai informé Kofigo de leur arrestation, avant qu'on ne vienne nous dire qu'ils ont été torturés et que Kofigo, avec la Ligue, ne prenne un document pour saisir la CNDH des actes de torture. Donc, le 21 septembre, on était dans la salle. On avait préparé quand même le restant de nos cellules pour qu'ils puissent envahir la salle et faire de ce jour-là une journée de revendication, même si ce n'était pas une revendication très grande, montrer que nous voulons quelque chose. Et dans la salle, il y avait ces pancartes-là, en fait, pas de pancartes, des écrits que les jeunes ont sortis en disant nous voulons notre ancien hymne national, terre de nos aïeux, au lieu de l'hymne national qui nous avait été concocté entre-temps par le RPT. Nous voulons la démocratie, Abba et Adema, Abba la dictature. Tout ça avait circulé dans la salle ce 21 septembre.
ce 21 septembre, pour mémoire, je vous rappelle que moi, j'avais créé l'association togolaise de lutte contre la torture. Donc, j'étais président et Aboli, un des étudiants, était vice-président. Un des étudiants torturés, arrêté torturé, était vice-président. Donc, à la suite de ce qui s'est passé, on a vu comment les choses ont réussi. Et nous avons continué la sensibilisation pour que le 5 octobre, jour prévu pour être celui du verdict, que nous puissions faire mieux. Notamment, chanter l'hymne national dans la salle d'audience. Terre de nos aïeux. Voilà, terre de nos aïeux, dans la salle d'audience. Et arriver avec des pancartes officielles revendiquant la démocratie. Et c'est ce qui a été fait ce jour-là. Et ce jour, avant que nous, avocats, nous n'arrivions à l'audience, mais c'était l'hymne national, terre de nos aïeux, à répétition. Ça ne s'arrêtait pas. Quand ça s'arrêtait, c'était pour entendre dire « à bas la dictature, à bas Yadema, vive la démocratie, vive le multipartisme ». C'est ce qu'on entendait dans la salle. Donc quand nous sommes arrivés, il y avait Kofigo et autres. Kofigo qui avait assisté au procès, qui n'était pas avocat parce qu'il était pratiquement parti, puisque c'est la Ligue qui a informé de la torture des jeunes. Donc nous étions là quand d'un seul coup, une horde d'hommes en treillis est arrivée et a chargé tout le monde. Mais il y a des gens qui sont tombés de la balustrade du palais de justice, vous connaissez un peu, et par terre, des gens qui ont été blessés. Non, c'est comme si on est venu taper dans la fourmilière ou bien dans le nid d'abeilles. Les jeunes qui étaient surchauffés déjà dans la salle et sur lesquels on est venu taper, quand ils sont sortis, eh bien, et cela s'est répandu comme une traînée de poudre dans la ville, les revendications qu'ils avaient, et notamment les incendies de pneus, les incendies de bureaux, les saccages de la préfecture, les incendies de véhicules, tout ça là, la journée est devenue ce qu'on a appelé le vendredi noir. Et le même jour, nous avions prévu qu'on créerait avec Jovi Gali à la tête comme président l'association pour la promotion de l'état de droit. Puisque nous savions quand même qu'il y avait quelque chose d'historique qui se passait ces jours-là. Donc, voilà globalement, si je peux dire, ce qui a été le 5 octobre. Mais le mouvement qu'il y a eu en ville de Lomé à ce jour-là a dépassé nos espérances, a dépassé l'entendement. Et ça a surpris le régime lui-même. Voilà. Vous êtes historien, professeur Michel Gouéakoué. Est-ce qu'on peut comparer ce qui s'était passé ce jour-là à une révolution? Tout à fait, nous étions dans une procédure de révolution, un processus de révolution. Et les révolutions finissent toujours par un renversement de situation. Mais chez nous, malheureusement, l'armée est intervenue brutalement. Nous n'avons jamais eu donc d'armée républicaine intervenue brutalement pour casser, taper sur tout ce qui bouge. Sinon, la révolution allait se poursuivre. Mais malheureusement, je crois que ça aussi, c'est dû au système qui a été mis en place chez nous depuis. Au Bénin, ça se serait passé autrement parce que les gens ont moins peur. Les gens ont fait le service militaire et le militaire ne fait pas peur. Or, dans notre éducation, alors les gens ont peur, etc. Et quand le soldat arrive, tout le monde la débandade. Ça se poursuit encore aujourd'hui. Parce que tous les grands mouvements qui se passent au Togo, une fois que l'armée arrive, l'armée minoritaire, et les gens s'enfuient, et voilà la situation. Mais nous étions donc dans une procédure de révolution. Quand on cite le nom des jeunes qui avaient pris part ou qui d'une certaine manière ont joué un rôle durant cette période, il y a le nom de Teko Firme Jole Yovodevi qui vit aujourd'hui à Hambourg en Allemagne. Pour cette émission, nous vous proposons son témoignage que nous avons enregistré cette semaine. Mes salutations fraternelles aux auditeurs et auditrices de la radio Pyramide Lomé. Je m'appelle Teko Jole Firme Yovodevi. J'ai été dans les années 90 président du MELD, mouvement estudiantin de lutte pour la démocratie, et aussi président du collectif des mouvements estudiantins en lutte pour la démocratie au Togo, MELD Ould Grad. Comme souvenir visible de la journée du 5 octobre 90, j'ai gardé en mémoire la combativité de cette jeunesse d'alors, qui a fini par prendre conscience du drame politique qui se jouait à l'époque
dans le Togo du général Gnassingbé Eyadema. Comme souvenir caché de cette journée, j'ai gardé aussi en mémoire le sursaut directeur et patriotique de ces hommes et de ces femmes qui ont été de près ou de loin à l'origine même de la genèse de ce mouvement formidable. La situation politique actuelle du Togo, après 30 ans de lutte politique, laisse dubitatif et amène à poser la question de savoir pourquoi ce formidable mouvement du 5 octobre 1990 a-t-il abouti à une impasse et où sont les responsabilités. Le mouvement du 5 octobre 1990 au Togo fut un mouvement spontané, l'expression d'un ras-le-bol mené par la jeunesse qui était en quête de liberté et d'un avenir prometteur. Cette jeunesse n'avait reçu d'injonction de qui que ce soit, comme c'est généralement le cas dans la plupart des révoltes de masse. Cependant, une fois la tempête passée et dans le flou et le flottement post-révolution, le système politique vacillant reprenait l'initiative au travers de subterfuges et de la corruption, sans satisfaire les doléances des mouvements ayant été à l'origine de la contestation politique. Et comme une révolution populaire n'est pas une action ou un mouvement unidimensionnel, il y eut, dans le cas d'espèce, manque d'engagement soutenu et sans détour pour canaliser les énergies des masses populaires vers la chute réelle du système Eyadema. Le mot est bien choisi, système Eyadema. Il y eut de la récupération venant de tous bords. Et l'armée togolaise n'était pas et n'a jamais été une armée républicaine. Nous avions voulu y remédier en insufflant de l'oxygène au feu incubateur du mouvement du 5 octobre 1990 à travers l'organisation de la grève générale des mouvements estudiantins, Meld-Ult-Grad-Feld, en mars 1991. Cette grève générale, sans entrer dans les détails, conduisit aux soubresauts qui ont ouvert la voie à l'instauration du multipartisme intégral au Togo, avec notamment l'acceptation d'autres partis politiques que le RPT, parti unique. Même si l'autorisation d'autres partis politiques sans l'exercice du jeu politique réel ne signifie pas encore la démocratie que nous appelions de tous nos voeux, elle constituait à l'époque une étape cruciale vers les élections devant entraîner la prise du pouvoir par l'opposition. Les étudiants organisateurs de cette grève avaient apparemment atteint leur objectif avec notamment la convocation de la conférence nationale souveraine. Cette conférence devait idéalement poser le socle de notre Togo démocratique. Mais hélas, notre problème au Togo aujourd'hui est en réalité l'institutionnalisation du mensonge, de la corruption, du manque de vision comme mode de gouvernement et de légitimation des dirigeants politiques. Pour affronter une situation pareille, il faut des leaders pragmatiques et clairvoyants pour mobiliser les masses et les amener vers la rédemption. Car le peuple a été toujours présent aux différents rendez-vous historiques, mais il a toujours été trahi. Et il ne faut surtout pas s'étonner que le peuple togolais soit désormais devenu incrédule. Il faut le convaincre, lui donner une raison de s'engager de nouveau et pour de bon. Par contre, quand on assiste à des scénarios où les présumés leaders reculent quand les masses avancent, alors les dés sont pipés. Nous venons d'écouter donc Teko Firmin Jolé Yovodevi. Une réaction à cette intervention, maître? Non, je pense que Jolé est quelqu'un avec qui on a travaillé sur toute la ligne. On a été ensemble dans un certain nombre de choses. Et même si on n'a pas souvent été, ou bien on n'a pas tout le temps été d'accord sur les orientations, il faisait partie de ces mouvements de l'époque. Et d'ailleurs, si on devait parler du mouvement de 91, notamment les mouvements étudiantins de jeunesse de 91 qui ont conduit le régime finalement à accepter conférence nationale, liberté, principale liberté,
multipartisme, tout ça, Jolet fait encore partie des gens qui ont été très 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 présents. Et je dirais qu'au-delà de cette lutte, lorsque la lutte est devenue également armée à un moment donné, Jolet faisait encore partie. C'est un garçon qui voulait véritablement que les choses changent au Togo. Et ce qu'il dit, c'est vrai, il exprime à la fois ce qui est son idéal, qui a été toujours son idéal, et puis ses déceptions à travers ses propos. Qui étaient ces jeunes à cette époque? On vient d'écouter Yvo Devi, Jolet, Firmin Teco. Est-ce que vous nous en citez d'autres? Il y avait un certain nombre, mais qui sont restés dans la diaspora, hein, presque tous. Il y avait de mes étudiants qui étaient partis, qui étaient très actifs. Notamment des étudiants du département d'histoire et de géographie étaient très actifs dans ce mouvement, mais beaucoup sont partis. Je crois que ce n'est pas le lieu de chercher à citer l'un ou l'autre parce que nous sommes toujours dans 30 ans, mais nous sommes dans le feu de l'actualité, où ce sont des gens qui peuvent encore subir la faute d'un système que nous n'avons pas pu dompter jusqu'à aujourd'hui. Quand on voit toute l'impunité, toute l'arrogance du système, il a justement parlé d'un terme qui m'a beaucoup aimé, du système Yadema. Parce que beaucoup ont cru que c'est Yadema qui était là et c'est lui qu'on doit éliminer et puis tout s'est réglé. Mais non, il y a tout un système. Et le système est là. Quand bien Yadema est parti, le système est là. Et le système continue encore de fonctionner. On n'a pas encore trouvé les rouages. D'où il faut quand même éviter. L'histoire va les révéler un jour, mais pour l'instant, je crois qu'il faut éviter d'en citer, de les exposer à la vindicte d'un système qui est encore très fort. On a la même question à Maître Jean Degli. Bon, je pense que peut-être il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire, mais la plupart de ces jeunes-là sont connus, puisqu'ils ont fait partie de nos négociations avec le régime en 91, sous l'égide du phare, Fonds des associations pour le renouveau, pour qu'on puisse obtenir les principaux changements dont il vient de parler. Et donc, bon, il y avait des gens comme Aboli, Paulin, dont j'ai parlé tout à l'heure qu'il était devenu le vice-président de la TLT. C'est lui qui était le président de l'OULD. Il y avait Roumé Supero, qui était le président du GRAD. Johnny Ativo, qui était un de ses adjoints. Il y avait Amavigan Eliane, qui était la responsable du mouvement des jeunes filles et des jeunes étudiantes. Il y avait Lawson Togla, qui était le responsable du FELD, je crois, qui malheureusement trahira après, pendant la période de la transition. Il y avait tous ces jeunes-là qui étaient là. Je n'ai cité que certaines personnes qui étaient les plus connues. Hein. On en a d'autres. Je crois que certains d'entre eux ont été déjà très connus, d'autres ne le sont pas, mais ceux dont je viens de parler, c'est des gens que tout le monde a connus parce qu'ils ont négocié avec le régime en face. On va parler de Vendredi Noir parce que c'est la première fois qu'un tel événement survenait dans notre capitale. Vous aviez dit que tout était parti du palais de la justice de Lomé et puis comme il traînait de poudre, la plupart des quartiers ont été embrasés. Il y avait par exemple Bay et je crois qu'il y avait aussi Nicolas que j'ai bien compris. Comment ça s'est passé dans ces différents quartiers? On brûlait des pneus, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes ont brûlé des pneus, dressé des barricades, sont entrés dans certains bureaux administratifs, des commissariats qu'ils ont saccagés ce jour-là. Et c'est tout ça là qui s'est passé. Et puis bon, il y avait vraiment de la fébrilité dans les quartiers, les jeunes étaient prêts à en découdre parce qu'ils en avaient marre. En fait, c'était un ras-le-bol qui a été manifesté. Voilà. Quand je parlais de quartier, moi je me rappelle, nous étions très très jeunes. À Bay? Oui, à Bay. Et il y avait quand même cette image que je voudrais quand même partager. Peut-être que vous me direz ce qu'il y avait dans vos quartiers aussi. À Bay, il y avait un endroit qui était dénommé le trésor annexe, qui est juste à côté de l'hôpital de Bay. Et cet endroit avait été saccagé et puis depuis, ce trésor annexe n'est plus revenu. Est-ce que par exemple dans certains quartiers de Lomé, certaines structures avaient été attaquées et qui finalement n'ont pas pu renaître? Bon,
Il y avait le commissariat, je crois que c'était le premier arrondissement. Qui est Au niveau de Rex? Oui, au niveau de Rex, qui a été saccagé. Il y a un certain nombre de... Il y a même le bureau de poste, il y a un bureau de poste à Baie qui a été saccagé. Donc il y a plein de choses qui ont été saccagées. Il y a la préfecture aussi, hein, non loin du tribunal, qui avait été visitée, qui avait été saccagée ce jour-là. Bon, je ne me rappelle pas d'un endroit dans un autre quartier qui n'ait pas été réhabilité après, mais bon, je sais que différents endroits ont été saccagés. Sans doute que nous aurons les apports des auditeurs à travers leurs commentaires sur notre page Facebook et puis aussi sur les réseaux sociaux, notamment dans le groupe WhatsApp des 12. Et nous n'aurons pas la possibilité d'avoir des questions par téléphone puisque nous avons aussi plusieurs témoignages à faire passer. Le prochain témoignage que nous allons écouter, ce témoignage nous vient de Éloi Koussao. Éloi Koussao, je rappelle que lui, il vivait à Kodiviakopé Konakwe et il est signalé autour du mouvement du MO5, mais également une structure qui s'appelle Jeunesse Action Konakwe Kodiviakopé Jank. Lui aussi, il vit en Europe. On va écouter Éloi Koussao. Je dirais que je garde de la journée du 5 octobre 1990 des souvenirs ineffaçables. Souvenir d'une journée sans précédent, une journée vécue activement sur le terrain des événements. Souvenir d'un vendredi illustratif de bravoure de la jeunesse togolaise. Oui, la jeunesse du Togo. Nous l'affirmons, la révolte, le soulèvement populaire du 5 octobre 1990 est loin d'être une simple agitation de désœuvrés venus du Ghana voisin, comme le pouvoir Gnassingbé a voulu alors, avec beaucoup de fébrilité, le faire croire. Elle reste en effet l'expression d'un ras-le-bol, à jamais gravé dans la mémoire collective du peuple togolais. Elle demeure l'œuvre des Togolais. Oui, l'œuvre des Togolais. Vous savez, je revois comme hier des camarades, la foule au palais de justice de Lomé, en symbiose avec les prévenus. Nous le rappelons, Logodo Souli et paix à son âme et Doglo Abilenkor, tous deux de la CDPA. Je revois donc la foule scandant libérez-les, à bas le RPT et en entendant en chœur la terre de nos aïeux, l'hymne de l'indépendance proscrit par le régime Gnassingbé. Au moment où nous commémorons les 30 ans du 5 octobre, j'avoue que je porte un regard critique sur cette démocratie, plutôt sur ce processus démocratique. Même si notre marche vers la démocratie est inexorable, oui, force est de constater malheureusement que nous sommes loin d'être déjà en démocratie. Pour nous, au niveau du mouvement patriotique du 5 octobre, MO5, le combat pour la démocratie au Togo reste à gagner. Je parle d'un regard critique. Vous conviendrez avec moi que le régime cinquantenaire est réfractaire à tout changement démocratique, à l'alternance, à l'état de droit. Le refus de dire la vérité des urnes, comme nous le démontre l'actualité togolaise. Vous venez d'écouter donc Éloi Koussao, vous l'avez sans doute écouté aussi. Quelqu'un veut placer un mot? Je crois que lui, il vient de dire tout justement l'appartenance donc de ces deux jeunes à la cellule, donc CDPA. Cela vous tient à cœur? Non, parce que c'était important. Moi, au moment de 5 octobre, je n'étais pas à Lomé. J'étais reparti aux études donc en France. J'étais justement avec ce groupe. Il y avait des gens qui jouaient. Maître Dossou, pour venir à Lomé, il a été contacté depuis Paris pour qu'il soit là.
Donc, c'est-à-dire que ce groupe organisé, notamment avec autour de l'ASO, il y avait un groupe très organisé également au Gabon, qui, avec Galé, qui était vraiment actif et qui avait des contacts sur place ici. Mais comme c'était un mouvement de clandestinité, vous pouvez être 2 membres sans savoir que l'autre est également membre. Voilà la relation qui s'était passée. Bien, merci. Il y a quand même des précisions ou un certain nombre d'apports qui sont faits par les auditeurs et ceux qui nous regardent également un peu partout dans le monde grâce à Facebook. Il y a quelqu'un qui signale par exemple par rapport aux lieux qui ont été attaqués, qui pour certains n'ont pas pu être reconstruits. Il parle de Koudiviakopé, à direction de Trésor derrière l'école Montaigne. Il y a aussi, je sais qu'il y a une situation autour du garage Hamad d'Emmanuel Nyassimbe. Est-ce que par exemple ce garage avait été attaqué ce jour-là? Parce que je sais quand même que ce garage avait été attaqué durant les mouvements de contestation des années 90. Est-ce que c'est lié au 5 octobre? Ça, il y a des précisions. Non, c'est après que le garage a été construit. Okay. C'est vrai que depuis, ce garage a été transformé, en fait, a été transformé en un gare. Il y a une gare, un parc automobile. Ouais. Nous parlions de Lomé. La question, c'est de savoir si, par exemple, juste le soir de cet événement-là, le lendemain, le 6 octobre, est-ce que des initiatives politiques avaient été prises, notamment par l'opposition, notamment par le pouvoir en place? En ce qui concerne l'opposition, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, l'opposition n'était pas structurée, organisée, ne pouvait pas sortir la tête. On allait leur couper toute la tête. Hein. On allait tout leur couper, à eux tous, on allait leur couper la tête. Bon, même le mouvement tel qu'il a été, je dirais, tel qu'il s'est dispersé dans la ville, il n'y avait pas, et il valait mieux d'ailleurs, quelqu'un sur qui on pouvait mettre la main en disant, bon, c'est toi l'organisateur, on te fait ci, on te fait ça. Et donc l'opposition ne pouvait pas prendre d'initiative officielle dans le pays, puisqu'elle n'existait pas officiellement. Dans la clandestinité, certainement, que des opposants ont pris des initiatives. Nous, à notre niveau, ce que nous nous sommes dit est qu'il faut ne pas s'arrêter et poursuivre le mouvement pour que définitivement nous ayons la démocratie. Mais ce n'est pas le soir du même jour que nous l'avons fait. On ne pouvait pas se réunir. Parce que la ville était quadrillée, il y avait des difficultés pour se déplacer. Je me rappelle quand on était parti au cabinet de Maître Jovi Gali, qui est dans l'immeuble Calife, non loin de Fréau Jardin, pour créer ce jour-là la PED. Quand on est sorti, on était pratiquement seul pour circuler. J'espère que ce n'est pas exprès. Hein? Et la PED, dirigée par Maître Jovi Gali, avait inscrit dans ses statuts qu'il fallait absolument que l'état de droit et la démocratie naissent, que la mauvaise gouvernance cesse et que les libertés soient respectées, que le multipartisme arrive au Togo. Et au niveau du pouvoir, par contre, des choses ont été faites. D'abord, je pense que clairement le pouvoir a montré qu'il ne voulait pas céder, même s'il a été ébranlé. Et je me rappelle que le même jour, le général Ameyi, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, était apparu et avait indiqué que, en fait, le mouvement n'était pas fait par des Togolais, que c'était des étrangers, jeunes étrangers qui étaient au Togo et qui ciraient les chaussures des gens dans les quartiers qu'on appelait à l'époque les Pongpongvi, parce qu'ils ont l'habitude de taper sur leur petite boîte, que c'est eux qui sont venus et qui ont fait les mouvements. Et il y a une histoire qui m'est toujours restée, c'est la réaction des gens de Baie, qui m'est toujours restée par certains propos. Je vous les cite, hein, Testo a dit « Tu nois Djodjoma, ou étranger, oui. Étranger au kakako, ou tidian, oui. Tidian au kakako, ou béto, oui. Qu'il y a des marques là, mais you go blanc, il y a béto étranger au yunia. » Cette phrase,
c'est avec elle que je me rappelle toujours ce que le général Ameyi est venu déclarer le soir du 5 octobre sur les ondes de la télévision et de la radio, comme quoi ce mouvement est un mouvement qui a été fait par des étrangers et pas par des jeunes Togolais. Les jeunes Togolais qui, à leurs yeux, étaient très disciplinés, tellement contents du régime qu'ils ne pouvaient pas le contester. Donc voilà globalement ce que moi je peux dire à propos des initiatives. Et comme je l'ai précisé, d'autres initiatives ont été prises par ceux qui étaient dans l'opposition à l'époque, à différentes connaissances. C'est la même question. Non, moi je n'étais pas directement sur le terrain pendant ce temps-là. Tout ce que moi j'ai, c'est des retours par rapport aux archives, par rapport à ce que les gens ont raconté. Parce que moi, je vous ai dit tout à l'heure que pendant cette période-là, j'étais déjà reparti donc aux études en France. Mais j'ai assisté à ce mouvement de loin avec toutes les organisations que nous avions eues sur place à Paris pour pouvoir diriger. Vous savez ce que c'est que l'animation politique à l'époque? Tous les collèges devaient être compétitifs, faisaient des slogans et autres. Et ma foi, dire que ce sont ces jeunes qui du jour au lendemain changent, ça veut dire que quelque part, il y avait un ras-le-bol qui a permis aux jeunes de se soulever. Et ces jeunes, j'en connaissais qui avaient été mes étudiants avant de partir. Voilà. Donc, les jeunes qui étaient sortis, les populations qui les avaient soutenus ensemble, avaient des revendications. Est-ce que les revendications ont été satisfaites tout de suite? Est-ce que ces revendications ont été satisfaites quelques jours plus tard et quelques mois, quelques semaines plus tard? Comment ça s'est passé? Les revendications n'ont pas été satisfaites. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le pouvoir a d'abord essayé de se braquer et de continuer dans la terreur avec cet espoir fort que cette terreur finira par faire taire définitivement les Togolais. Et en novembre 90, il y aura déjà un mouvement. Il y aura un mouvement de grève des taximens, et mouvement qui s'est étendu chez les dockers au port autonome de Lomé. Après, rien ne se passera non plus. Et je rappelle qu'au cours de ce mouvement de novembre, on a eu la première véritable horreur parce qu'un militaire a pris une machette pour couper la main d'un de ceux qui revendiquaient. Et ce type, avec sa main coupée, a été photographié, sa photo a été publiée dans Forum Hebdo de Aga Gabriel à l'époque, puisque Forum Hebdo avait été créé par Aga Gabriel. C'est après que, voilà, que aujourd'hui il est récupéré par notre frère et votre confrère Dimas Dikodo. Le Forum Hebdo de l'origine est créé par Aga Gabriel. Donc, rien ne se fera. Et c'est tout cela qui poussera au mouvement estudiantin de mars 91. Ok? Mais nous avons continué d'agir vis-à-vis du pouvoir. Par exemple, le mouvement, l'association togolaise de lutte contre la torture dont j'étais président, avait sorti une pétition adressée au général Eyadema, demandant la démocratie. C'était la première fois. Mais déjà avant cela, il faut rappeler que le 5 octobre, compte tenu de ce qui s'est passé au palais, l'ordre des avocats s'était organisé et les avocats avaient fait une marche sur la présidence pour aller protester sur le chef de l'État. Le 10 octobre, nous avons sorti une déclaration, la première du genre, qui demandait la démocratie au Togo. Et le général Eyadema, à l'époque, avait appelé Maître Agboibo, paix à son âme, qui était président de la CNDH, pour lui dire de dénoncer ou de revenir sur la déclaration. Agboibo lui a dit non et il lui a dit: je vous retire ma protection comme président de la CNDH. Et Agboibo a démissionné en tant que président de la CNDH pour être remplacé après par Maître Dovi Anloko. Donc, rien n'a été fait pendant cette période. Le pouvoir croyait que c'était un mouvement spontané et donc bon, ça allait disparaître. Et cela va nous amener au mouvement de mars 91 qui ébranleront, peut-être pas de la même manière, mais ébranleront une fois encore le régime, mais lui montreront surtout que les Togolais sont décidés et obligera le pouvoir à venir à la table de négociation avec les associations de l'époque constituées sous le Front des associations pour le renouveau phare,
pour discuter et accepter la conférence nationale, dit à l'époque Forum national de dialogue, le multipartisme. Ça, c'est une autre partie de l'histoire sur laquelle sans doute nous reviendrons l'année prochaine. Mais revenons un peu sur une partie de votre déclaration. Vous évoquiez un journal, vous parliez de Forum Hebdo. Est-ce que cela veut dire qu'à cette époque déjà, on parlait des tracts entre-temps et que la situation a relativement évolué, que les premiers journaux étaient là? Les premiers journaux étaient là, commencez. Il y avait Papa Désenchanté, il y avait La Parole, il y avait Tingo Tingo, il y avait Courrier du Golfe, il y avait Atopani, et puis il y avait Forum Hebdo. Forum Hebdo dont le président avait créé au lendemain de la création de la Ligue, le 20 juillet 90, avait créé l'association, ou du moins on avait créé l'association togolaise pour la liberté de presse, ATLP, dont il était président. Donc moi j'ai été vice-président. On avait multiplié les associations à l'époque, et puis il y avait de la presse dans laquelle on écrivait. Et à l'époque, je vais vous dire quelque chose qui était étonnant, c'est les mêmes personnes qui écrivaient pratiquement dans la presse. Moi j'écrivais sous au moins 5 noms différents. Et il y avait Aga Gabriel lui-même qui écrivait dans sa presse, qui écrivait pour d'autres confrères. Il y avait des gens comme Bertin Folly de La Parole, qui écrivait dans son journal, écrivait ailleurs. Il y avait City, Max City, avocat. On s'était organisé pour qu'il y ait toujours ce feu-là qui continue de brûler. Il y avait une autre synergie également dont il faut tenir compte, la création du CEST, oui. Syndicat de l'enseignement supérieur du Togo. Tout à fait. Avec comme secrétaire général M. Béassor, professeur Béassor. Et donc, en ce moment-là, l'université qui était plus ou moins clandestine, où les enseignants n'osaient pas, ils ont fini par oser. Et il y avait même une marche des enseignants en Toge pour aller à la présidence. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de bouillonnement de toutes les forces vives qui ont conduit finalement à cette négociation du 12 octobre avec l'ambassadeur de France au Togo, Bruno Delay, qui a encore une fois essayé donc de noyauter les gens et nous a proposé cette fameuse conférence qui n'en est pas une. Alors, revenons autour du 5 octobre. Il y avait eu la déferlante dans la ville de Lomé et certains édifices avaient été cassés. Vous aviez évoqué l'intervention des forces de l'ordre et des militaires. Est-ce que, au final, est-ce qu'on peut avoir une idée du bilan de cette journée-là? Est-ce qu'il y avait eu des morts? Est-ce qu'il y avait eu des arrestations? Et comment ça s'était passé? Oui, je pense qu'il y avait eu des morts et des arrestations. Je ne peux pas me rappeler exactement. Peut-être certains pourront se rappeler. Il y a quelqu'un qui a une grosse mémoire de ces événements-là, que vous connaissez, Maître Bertin Amekan-Chon, qui a gardé toutes les presses de cette période. Moi, étant parti en exil, tous les documents que j'avais sur cette période, j'avais les presses de tous les jours. Tous ces documents ont disparu quand je suis revenu. Mais il y a des gens qui ont la mémoire de cette période-là, qui ont encore beaucoup d'éléments. Et je crois qu'ils pourront apporter. Mais je sais qu'il y avait eu beaucoup d'arrestations, des blessés et certainement des morts. Quand vous parlez de Maître Bertin Amekan-Chon, je rappelle qu'il sera l'un des invités de l'émission spéciale Les Spécialistes de demain à partir de 16h avec Honoré Adontu. Nous allons écouter le dernier témoignage. Et il y a quelqu'un dont le nom est lié au mouvement du 5 octobre. Le mot 5, c'est Bassirou Ayeva. Lui aussi vit aujourd'hui en Europe. Les souvenirs sont nombreux, mais celui que je retiens est forcément ce moment où une jeune fille dont j'ai oublié le nom malheureusement s'est levée et a entonné la terre de nos aïeux, l'hymne national de notre pays, qui avait été banni pendant des décennies par le régime RPT. Et donc, quand elle a entonné cet hymne-là, le public l'a repris en chœur et ça a marqué un tournant décisif de ce rendez-vous inoubliable. Oui, Bassirou Ayeva, cette journée avait lancé le Togo dans un processus démocratique qui, on le sait, êtes-vous satisfait ou non du chemin parcouru par le pays depuis lors? Je pense qu'à travers cette question, il me revient de dresser le bilan de notre parcours, du parcours du mouvement démocratique, disons des organisations qui luttent depuis des années pour l'avènement de la démocratie réelle dans notre pays. En termes de bilan, je dirais que malheureusement les choses ont continué à s'empirer. Nous avons
acquis certaines libertés, c'est vrai. On a acquis certains droits, c'est pas faux. Mais dans l'ensemble, il y a un vrai regret. Les choses régressent et on n'a qu'une démocratie de façade. Il y a une poignée d'individus qui régentent la vie de la population. Et quand on observe ce qui se passe aujourd'hui, on est tenté de dire qu'on s'est investi pour rien, parce que les changements tant attendus n'arrivent pas. Bien au contraire, le système RPT se renforce et il se montre beaucoup plus gourmand. Il n'est pas du tout prêt à partager le pouvoir, et ce pouvoir est toujours dans les mains d'un clan puissamment soutenu par l'armée et les courtisans. Donc, en termes de démocratie, on n'en a pas. On n'en a pas, et je me demande quand est-ce qu'on peut arriver à cet objectif. La force du pouvoir, la faiblesse de l'opposition et la conspiration de la communauté internationale. Je pense que tous ces trois éléments sont effectivement le reflet de la situation de notre pays. Bassirou Ayeva du mouvement Ebo 5, c'est lui qui clôture la série des témoignages que nous avons voulu proposer dans le cadre de cette émission spéciale. La question que tout le monde se pose après avoir écouté Bassirou Ayeva et un certain nombre d'intervenants déjà, c'est est-ce que les revendications de cette époque ont pu aboutir? Pourquoi est-ce que le Togo est resté en l'état? Puisque dans l'introduction de cette émission, j'avais dit un peu que le pouvoir est resté au pouvoir et que l'opposition est restée opposition durant cette période. Ce n'est pas forcément le cas dans les pays qui nous entourent. Comment comprenez-vous cette particularité du Togo? D'abord, Maître Jean Degli? Je crois que la situation du Togo peut se résumer comme suit. Oui, on a réussi à avoir certaines libertés, liberté d'association, liberté de presse, liberté de religion même, hein, parce que à l'époque, toutes les religions n'étaient pas acceptées au Togo. Lesquelles étaient acceptées? En fait, c'est surtout certaines congrégations. Il y avait l'église catholique, il y avait l'église protestante, il y avait les assemblées de Dieu, il y avait la religion musulmane, mais tout ce qui est église pentecôtiste avait été interdit. Ça a été interdit à un moment donné. Modifié pour aller faire le culte au Ghana. Voilà. Donc, on a réussi quand même, après, pas immédiatement, comme je disais tout à l'heure, après en 91, à obtenir toutes ces libertés. La liberté d'association s'est imposée à eux parce que quand la Ligue togolaise des droits de l'homme a été créée, première association indépendante, à l'époque, on nous avait dit que non, vous n'avez pas le droit, vous devez obtenir l'autorisation du ministère. Et on a fait comprendre à l'époque que non, la loi de 1901 ne demande pas d'autorisation, mais c'est un régime de déclaration. Dès lors que l'association est déclarée, elle existe. Et c'est comme ça que nous avons créé toutes les autres associations dans la foulée. Donc, ces libertés-là, on les a eues. Ce qu'on n'a jamais réussi à avoir, c'est l'alternance, c'est le changement de gouvernance. Or, c'est ce qui est déterminant pour l'évolution d'un pays. Et ça, on ne l'a jamais eu. Pour quelles raisons? Plusieurs raisons. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail actuellement. Je crois que d'autres émissions seront là pour ça. Je l'ai écrit largement dans mon premier livre, Togo, la tragédie africaine en 1996, et dans le second, en 2007, Togo à quand l'alternance politique. On peut rentrer dans les détails, mais globalement, comme il l'a dit, la force de ceux qui sont au pouvoir, la faiblesse de ceux qui sont dans l'opposition. Et avec tout ça là, il faut tenir compte aussi de l'effritement des valeurs, comme le professeur l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la plupart des jeunes Togolais ne rêvent que par l'argent, ne raisonnent que par l'argent et ne discutent que par l'argent. Professeur, je rappelle que vous êtes historien, vous aviez comparé les événements du 5 octobre à une révolution. Est-ce qu'aujourd'hui, 30 ans après, est-ce qu'on peut parler d'un échec? Échec, non.
il y a eu des changements. Je disais tout à l'heure que beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. La preuve, nous tenons cette émission. Mais néanmoins, c'est une victoire avec demi-teinte parce que le pouvoir est resté à ceux qui avaient le pouvoir. Même si nous avions eu à un moment donné un petit changement avec un Premier ministre qui aurait pu faire autre chose, on avait une élection législative qui pourrait donner des choses, mais rien n'a effectivement changé. Nous sommes toujours... Aujourd'hui peut être comparé donc à 89, 90. Nous sommes dans cette situation encore aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe au Togo, il y a tout pour permettre une implosion. Mais malheureusement, on n'y arrive pas. Peut-être qu'on n'a pas les jeunes déterminés qu'on avait en 90 aujourd'hui. C'est ça qui peut-être pose problème. Mais il est clair que tout à l'heure, Bachirou disait que 3 éléments font que les choses n'ont pas changé. Et c'était la connivence de l'international. Et pour moi, est-ce que nous sommes indépendants? Ceux qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils sont réellement togolais ou bien ils représentent des intérêts étrangers? Parce que la colonisation n'a pas fini. Nous avons eu l'obsession, vous dites l'indépendance, mais la colonisation, on n'a que des sous-préfets qui sont là et qui gèrent au nom d'une communauté internationale dont les intérêts sont présents. Et c'est justement eux qui contrôlent encore notre armée. L'armée qui nous brime tous les jours, c'est eux. Notre armée ne vit que parce qu'il y a le soutien de l'étranger. Quand on voit tout ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui, la révolution malienne qui se met en place, mais qui est toujours bloquée, bloquée par qui? Par les intérêts d'une colonisation qui ne finit pas. Nous sommes toujours dans un système néocolonial plus ramifié, qui fait que, comme on dit chez nous, c'est la souris donc de la maison qui vous livre à l'étranger. Et nous avons ces souris de la maison qui sont là et qui font que il nous faut une nouvelle phase d'indépendance réelle pour que l'alternance que nous appelons de nos voeux soit quelque chose d'effectif. Sinon... Est-ce qu'on peut conclure à vous écouter que la révolution, s'il y a révolution en 1990, que cette révolution n'est pas encore finie, tant que le changement de régime n'est pas intervenu? Quand nous parlons de changement de régime, ce n'est pas seulement le régime, mais le changement de système. Parce que le régime est là, mais il y a tout un système, non seulement créé à l'intérieur, mais créé avec le lien avec l'international. Parce que tout est un problème économique aujourd'hui, d'intérêt international. Le Mali est un bon exemple. L'or du Mali. Vous savez que l'Azawad, au fait, n'existe pas dans la réalité. Ça a été créé par les Français parce qu'ils ont intérêt à diviser. Et là, nous sommes toujours... Le Togo reste un maillon essentiel dans ce système mondial que la France a créé pour se garder dans la géopolitique mondiale. Ouais, nous sommes dans une situation difficile où il nous faut vraiment nous préparer pour une vraie révolution parce que celle-là n'a pas encore réussi. Il faut qu'on trouve les moyens de faire la vraie révolution, non pas contre seulement le système que nous avons ici, mais le système enchevêtré qui domine le monde avec le capitalisme. Nous sommes en train de parler de la journée historique du 5 octobre 1990. Nous avons 2 invités. Le professeur Michel Gouakoué, ancien de l'université de Lomé, et puis maître Jean Degli de Bati le Togo. Il nous reste 10 minutes pour la fin de cette émission et puis nous avons quand même des interventions extérieures d'un certain nombre d'auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent, puisque nous avons cette possibilité d'être regardés également par les auditeurs extérieurs. Nous avons cette question. La question, c'est de faire un peu de comparaison entre les événements du 5 octobre 1990 et les événements du 19 août 2017. C'est Bertrand qui pose cette question. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire entre ces 2 mouvements? Non, moi j'avais dit à l'époque que ce mouvement prenait quelques aspects de ce qui s'est passé en 90 parce que après 27 ans, et c'est aussi long que ça, après 27 ans, les Togolais se sont réveillés. Après 27 ans, il y a eu 90. Après 27 ans, il y a eu 2017. Les Togolais s'étaient encore un peu réveillés. Malheureusement, les circonstances de 90 n'existaient pas. Et le monde de 2017 était caractérisé plutôt par des partis politiques qui n'avaient pas la même cohésion
que nous avions en 90 et la même volonté de changer un pays dans l'intérêt général, dans l'intérêt de tout le monde qui avait présidé aux événements de 90. Je crois que c'est là la grande différence. Sinon, en miniature, 2017 ressemblerait à 90. Oui, je crois que 2017, c'est un élan important, mais l'échec est dû à la vie partisane que nous avons. En 90, les partis n'existaient pas. C'est le peuple qui faisait sa révolution. Mais le peuple avait manqué de leaders capables de se prononcer pour prendre les choses en main. Mais en 2017, on a trop de leaders qui ne sont pas prêts à fédérer leur énergie pour prendre les choses en main. Donc le vrai problème du Togo, c'est le problème du leader. Il y a une question, celle de Fokoufi Yves Rémy. Entre le 5 octobre 1990, c'est la conférence nationale souveraine, lequel de ces événements-là a véritablement posé les bases de la démocratie au Togo? Non, la conférence nationale n'a eu lieu que parce qu'il y a eu le 5 octobre 90. Donc c'est le 5 octobre. Voilà, c'est le 5 octobre. Ok, il y a une autre question, la question de... En fait, je lis le nom, il se présente comme Yimiang, sans doute qui n'est pas chinois. Pierrot demandait aux invités si c'est possible pour eux qui sont du côté des victimes et non du côté des bourreaux organiser des colloques, des débats publics universitaires pour nous permettre de connaître la vraie vérité sur notre histoire. C'est la question de Richard depuis Kévier. Eh bien, sur cette question, je crois que justement c'est là où on dirait que nous n'avons pas encore la démocratie. Moi, quand on fêtait donc les 25 ans de la conférence nationale à Cotonou, j'ai été invité, où nous avions eu un grand colloque où la démocratie, la liberté a permis aux uns aux autres de venir livrer ce qu'ils avaient, comment ils pensent, et on a pu faire une analyse, on en a sorti un ouvrage. Mais chez nous, ce n'est pas toujours évident de pouvoir organiser un colloque, parce que tout ce que nous avons essayé à l'université de Lomé comme colloque pour réfléchir, ça a été toujours mal vu, et on a l'impression que l'université qui doit être le temple de savoir, où on doit confronter les idées, reste encore enfermée, embrigadée. Et c'est ça qui pose un problème, qui montre que la démocratie reste encore une vraie conquête dans notre pays. Sinon, c'est des choses qui sont possibles. Les commémorations étaient toujours l'occasion pour les historiens de revenir sur les faits et de pouvoir rassembler tout ce qu'il y a. Parce qu'on ne peut pas avoir de vision tant qu'on n'a pas fait l'analyse de la situation des problèmes. Bien, merci. Merci, brièvement. Si je peux, la situation du Togo, ce que le professeur dit, est d'autant plus symptomatique que la conférence nationale, quand vous allez à notre bibliothèque nationale, vous ne trouvez rien sur cette conférence nationale. On a essayé de faire tout disparaître. Le 5 octobre, personne ne veut qu'on en parle. En fait, on est dans une volonté de négation de tout ce qui s'est passé et qui a pu déranger le régime. Justement, ma question c'est de savoir, là, nous organisons cette émission, qui est une émission spéciale. Je vous annonçais qu'il y aura une autre émission spéciale demain à partir de 16h, et c'est ça aussi les médias. Mais au-delà de ces émissions-là, que font les autres, notamment les acteurs politiques? Est-ce que demain, par exemple, les Togolais doivent se réveiller en passant à cette journée? Est-ce qu'ils doivent plutôt l'oublier? Je crois qu'on ne peut pas oublier cette journée, on ne peut pas oublier le 5 octobre. L'histoire retient cette journée, hein, on ne peut pas l'oublier. Maintenant, est-ce que les acteurs politiques vont faire quelque chose ou ça? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'APED sort une déclaration qui certainement sera sur vos tables dans vos studios demain, relativement à cette journée et relativement au parcours que nous avons eu jusqu'à présent et relativement à ce que nous pensons qu'on doit faire demain par rapport à notre pays. Oui. Cette journée, on ne peut pas l'oublier. Je crois qu'il y a 5 ans, au niveau de la CDPA, il a été organisée une activité où on a circulé donc, dans la ville pour pouvoir rappeler cette journée. Mais aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes est tel que on a une léthargie générale qui fait qu'on n'a pas réellement pensé, mais l'histoire retiendra quand même cette journée. Et je pense que des journées similaires sont en train de se préparer dans toute notre ère culturelle. Quand on voit le mouvement du Mali, c'est pas fini, hein? On voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Guinée. Il est clair que les peuples africains, il y a une nouvelle forme de dynamisme dans cette jeunesse qui commence par prendre conscience. Et cette conscience, je vois toute la lutte de CFA et autres qu'on mène. Quand on regarde de près, je crois que
même si la jeunesse n'a pas encore tout à fait compris l'enjeu, il y a un enjeu plus fort. Nous avons une deuxième indépendance, ce que les uns appellent la renaissance africaine, qui ne sera pas seulement togolaise, mais une renaissance de la jeunesse africaine pour sortir des jougs du colonialisme, du néocolonialisme en relation avec ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Regardez la parole pour faire votre conclusion en termes de parallèle avec cette jeunesse qui était aux avant-gardes de la lutte dans les années 90. Vous évoquez ce réveil qu'on constate notamment au Mali, en Guinée et dans d'autres capitales africaines. Aujourd'hui, quelles sont les leçons que la jeunesse togolaise peut tirer de ces événements? Alors, quelles leçons tirer? Je crois que cette jeunesse doit prendre conscience. Nous avons échoué de par le fait que nous n'avons pas assez révolutionné le système éducatif chez nous. On est resté, il y a eu la réforme de 75, mais les enseignants n'ont pas su prendre les taureaux par les cornes pour former une jeunesse réellement responsable. Et il me semble que ce qui est important aujourd'hui, c'est revoir cette jeunesse qui est vouée à elle-même. Quand on voit toute la jeunesse dans tous nos pays africains, comment ils chôment après leur diplôme, etc., ça veut dire qu'il y a un problème, ils doivent prendre conscience. Et cette conscience, vous journalistes, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a lieu de multiplier, d'oser. Parce que je crois que les journalistes togolais n'osent pas assez. Les universitaires togolais n'osent pas assez. Et ça a commencé, quand on voit sur le campus, il y a des choses qui se font, mais on n'ose pas assez. Parce que dans nos rangs, il y a toujours, je dirais, des diplômés qui ne sont pas intellectuels. Parce qu'être intellectuel, c'est prendre cet engagement pour l'intérêt général. Merci beaucoup, professeur. Maître. Oui, je pense qu'il y a nécessité pour la jeunesse de prendre conscience du fait que chaque génération doit écrire l'histoire. Et elle doit écrire l'histoire dans le sens positif du terme, dans le sens d'une évolution positive. Et faire comprendre également à nos compatriotes et à nos jeunes que cette façon de tout limiter à des intérêts personnels ne sortira pas notre pays de l'ornière. Et malheureusement, personne ne sera réellement sauvé si tous nous ne sommes pas sauvés et si le Togo n'est pas sauvé. Donc il est indispensable de prendre conscience de la nécessité de faire évoluer le Togo comme la jeunesse de 90 avait pris conscience. Merci beaucoup, Maître Jean Degli. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes avocat et président de l'association Bâti le Togo. Merci au professeur Michel Bouakwe, historien et ancien chef de département de l'Université de Lomé. Merci également aux témoins qui ont bien voulu participer à cette émission filmée. Jolé Yovodevi, Bachirou Ayeva et Éloi Koussao depuis leur base là-bas en Europe. Cette émission, elle s'achève, elle sera rediffusée à partir de 19h. Merci à Venceslas Boga Koudoyor pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.